Tiers livre, écran de nuit, on continue. Je veux pas que les semaines se ressemblent. À chaque semaine, son exploration, sa tâche. Je vais vous avouer quelque chose. Cette semaine, je sais pas du tout où ça va. Je sais juste une chose, c'est que depuis le début, le fantastique en tant que tel, c'est pour moi une espèce de vecteur central. Plus que ça, comme si ce que j'attendais de ces vidéos, c'est qu'elles m'entraînent, moi, malgré moi, qu'elles me tirent comme ça par les épaules au moment même où ça bascule dans le fantastique. C'est pour ça Lovecraft. Mais c'est pour ça aussi que cette semaine, ce sera Dunsany, Edward Morton Plunkett, 18e baron du nom de Dunsany. Dunsany, vous savez que dès 1905-1910, c'est peut-être l'auteur qui, aussitôt après Edgar Poe, peut-être même juste avant Algernon Blackwood, a été celui où Nathaniel Hawthorne a le plus compté pour H.P. Lovecraft. A compté pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une prose poétique, d'une prose extrêmement dense, de quelque chose qui marche comme univers de langage, qui se fabrique comme machine de langage et qui produit cette réalité en dehors de toute réalité. Ou qu'est-ce qu'on reconnaît ? Ce qu'on reconnaît, c'est ces fantasmes intérieurs, ces peurs, cette sensation de l'inconnu, du basculement, du cosmos, qui nous relie plus que tout au réel le plus près, le monde comme ça, juste comme il est. C'est ça la magie ultime. Pour ça que la littérature fantastique, c'est cette espèce de noyau peut-être ultime, la ligne de crête de littéraire. Vous savez que Lovecraft a trouvé tout près dans Dunsany ces ensembles de cosmologies inventées, des dieux avec des noms étranges, lui décale un petit peu les noms de Dunsany, refabrique des noms d'après les noms de Dunsany, mais Lovecraft, ce jeu de cosmogonie, Yog-Sothoth, Cthulhu et tout ça, sera toujours assez secondaire chez lui. C'est après sa mort, via August Derleth, que ces auteurs qui veulent jouer les uns avec les autres extraient comme ça ces figures dont Lovecraft en même temps se moque un petit peu. C'est juste un principe narratif parmi les autres. Lovecraft, ce sera sa première dette à Dunsany, mais une dette mineure. Il y a deux instances de la dette de Lovecraft à Dunsany. Le premier, c'est comment ces espèces de prose magnifiquement ouvragées et fignolées jusqu'au détail peuvent devenir des machines aussi aiguës, piquantes, dangereuses que la machine de la colonie pénitentiaire de Franz Kafka. On peut travailler dans son temps à lui, son temps présent, de jeune type qui en 1920 a 30 ans et qui découvre l'univers violent de la prose plus que celui de la poésie qu'il a fait jusqu'ici. On peut entrer de plein pied dans les inquiétudes, les allégories du temps. C'est quoi le temps ? C'est la Première Guerre mondiale. Et sans passer par Hawthorne et Edgar Poe, qui eux viennent de bien plus loin dans le passé. On est 90 ans après Edgar Poe, comme 90 ans nous séparent de H.P. Lovecraft. Et la deuxième dette de H.P. Lovecraft à Dunsany, elle est plus impalpable. Mais pour moi, elle est bien plus radicale, bien plus définitive. On est en 1922. C'est une période où chaque semaine, ils se rendent à Boston, où ils ont leur assemblées vous savez, ces associations de journalisme amateur. Il en est le président, le directeur éditorial. C'est lui qui est chargé d'éditer et publier le journal de leur association. Et on a toujours tendance aussi à oublier un petit peu comment ce travail d'édition pour Lovecraft, c'est parce qu'on a les mains comme ça dans le cambouis de la fabrication de la revue que se crée la possibilité d'y installer ces fictions. Et c'est une période où faire des conférences, il n'y a pas la radio, ça ainsi la radio elle commence à naître, mais c'est pas encore la grande épopée de la radio, elle va commencer à s'ébranler comme ça dans 7-8 ans, à partir de vers 1928-1930. C'est Dickens qui a le premier mis au point et les tournées d'auteurs dans les villes, ça se fait dans ces grandes salles de spectacle comme le Providence Art Center. Si vous voulez une ambiance de ça, prenez Houdini par exemple, mais regardez ce texte de H.P. Lovecraft qui s'appelle Nyarlathotep.
Et il ne parle pas de Dunsany, mais c'est Samuel Loveman, un autre ami de Lovecraft qui sert d'écrivain intermédiaire. Mais dans Nyarlathotep, on a exactement cette description de ce que vient faire le littérateur conférencier. Et quand Dunsany, en 1922, est reçu à Boston, c'est ce grand échalas timide, celui qui fabrique cette revue du journalisme amateur, qui le présente dans la revue, fait une analyse critique de l'œuvre de Dunsany, et Dunsany va l'en remercier très poliment. Mais tout d'un coup, Lovecraft est face à un grand écrivain vivant, celui qu'il définira même comme le plus grand écrivain vivant de son temps. C'est pas T.S. Eliot, c'est pas Joseph Conrad, c'est pas Gertrude Stein, non, pour lui c'est Dunsany. Il faut en tenir compte. Et je crois que cette espèce de déclenchement pour Lovecraft, ce sera le moment de l'autorisation intérieure. Ça y est, il a vu ce que c'était un écrivain avec des mains, avec une bouche, avec un travail, avec de la lecture. À partir de Dunsany, tout est joué. Bon, ça c'était mon prologue. Vous voyez, je savais que ça ne se passerait pas comme prévu. Pour moi, cette semaine, on va se retrouver 5 jours de suite sur un ensemble de textes de Dunsany qui sont parus en 1915. Et donc Dunsany, à ce moment-là, est militaire. Il est au front de la Première Guerre mondiale. Il finira colonel. Et il publie 51 histoires. Le format de ces histoires, c'est à peine une page et demie, quelquefois 2 pages, quelquefois seulement une dizaine de lignes. Et pour moi, ces 51 Tales, ces 51 histoires, elles sont un basculement formel. Tout d'un coup, ce fragment, comme ça, comme à la même époque Robert Walser, comme en même temps aussi Franz Kafka, ça devient un concept littéraire formel majeur. Et Dunsany, il y a aussi une grande bascule. Après l'œuvre de Dunsany, je pense elle nous semble moins intéressante, même si il ne mourra qu'en 1961. Figurez-vous que ce texte, publié en 1915, n'est toujours pas dans le domaine public. Je vous en reparlerai. Eh bien, dans ces 51 histoires, Dunsany s'écarte lui-même de ces cosmogonies inventées. Il n'y a plus de Dieu, il y a des marcheurs, et dans ces marcheurs, quelquefois il y a la mort, tout simplement. Quelquefois, souvent, il y a un écrivain ou un poète qu'on voit aussi à sa table de travail. Ça aussi, on en reparlera. Donc, 51 histoires, on a 5 soirs, 5 nuits, chaque fois, aller se promener dans une seule. Alors je m'étais dit, en fait, simplement, je pourrais me contenter, 5 soirs, de dire, je vous raconte une histoire. Vous êtes là, on a lancé la vidéo, je lis une des 51 histoires de Dunsany, on rajoute quelques mots, et puis vous voyez, c'est déjà tout raté. J'en suis à combien? Presque déjà à 8 minutes de baratin. On va quand même s'en lire une. Et puis demain, on recommence en abordant plus près, on n'aura plus besoin de se dire ça. J'entre le mot malade sur mon ordinateur. A thought of death. La mort était malade. Mais ils lui apportèrent de ce pain que font les boulangers d'aujourd'hui, blanchi à l'alun, et ces viandes en boîte de Chicago, avec une pincée de notre substitut moderne pour le sel. Ils l'emportèrent dans la salle à manger d'un grand hôtel. Dans cette atmosphère confinée, la mort respirait plus librement. Et ils lui offrirent de leur thé indien bon marché. Ils lui apportèrent une bouteille de ce vin qu'on nomme champagne. La mort le but. Ils ouvrirent le journal et y cherchèrent les médicaments qui convenaient. Puis ils la nourrirent de la nourriture qu'on recommande aux invalides et un genre de médicament qu'on prescrivait dans le journal. Ils lui donnèrent du lait et du borax, comme on donne aux bébés en Angleterre. La mort se releva, toute vaillante et forte, et s'en repartit rôder par les villes. Voilà. Combien il y a de lignes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. La mort était malade, mais ils lui apportèrent de ce pain que font les boulangers d'aujourd'hui, blanchi à l'alun. Du pain un petit peu trafiqué pour qu'il paraisse plus blanc que la farine. Donc on est déjà dans la consommation dirigée et organisée. Et ces viandes en boîte de Chicago,
Donc déjà, le monde américain, et puis vous savez, le corned beef, c'est-à-dire toutes ces chaînes industrielles des abattoirs, des ouvriers qui travaillent là-dessus, c'est pas rien en 1915, tout d'un coup, de parler des boîtes de corned beef fabriquées industriellement. L'homme est malade de son industrie, avec une pincée de notre substitut moderne pour le sel. Vous voyez le mot moderne comme il est presque invisible. Notre substitut pour le sel, moderne. C'est notre maladie à nous. La mort était malade, mais on est déjà dans la nôtre. Ils l'emportèrent dans la salle à manger d'un grand hôtel. Dans cette atmosphère confinée, la mort respirait plus librement. Nous, on respire plus librement. Non, c'est le contraire. Encore, ces petites touches, petites touches. Ils lui apportèrent une bouteille de ce vin qu'on nomme champagne. La bourgeoisie, la hiérarchie, renversement du pouvoir. Pensez aux images, au tableau de Georges Grosz, comme ça, l'expressionniste allemand qui viendra juste après, comme ça, la première guerre, la mort, le but. Ils ouvrirent le journal, ce rôle comme ça, tout d'un coup, de la presse en tant que telle, non, mais ce fatras de l'information, ce fatras qui dure pas. On prend une approche scientifique, on lit ce dont tout le monde parle, le dernier truc. On ouvre le journal, on cherche un médicament, puis la nourrir de nourriture qu'on commande aux invalides, etc. Ils lui donnèrent du lait, du borax, et voilà. La mort se releva, toute vaillante et forte, et repartit rôder par les villes. Ça vous va comme fin, une fin ouverte? Vous comprenez pourquoi cette semaine, on va se faire 5 fois Dunsany, 51 histoires. J'ai envie d'appeler ça Dunsany Fantastic Express. Ça vous va? C'est le 1. À demain.